Bon, ça prend forme. Les discours, ils s'agencent. Retour à l'ordre, que ça tourne, relance, travaille. Que ça se crève, que ça crève. La masse, peu d'égard pour celles et ceux qu'on veut réduire à l'état de masse. À la guerre comme à la guerre qu'on vous dit. La chair à canon des caisses, des postes et des hôpitaux. Et puis, il y a les fusillés pour l'exemple. Ceux des quartiers populaires. Vers grossissant, révélateur, plutôt que révélation, détruire, asservir, domestiquer, pour mieux dénigrer, mieux les dénuer d'humanité. Simple réserve, réserve à force de travail. Encagé, parqué, on a construit des espaces pour ça. On les y maintient, pas nouveau pour elles, pour eux le confinement. Confinés depuis des décennies. Périmètre d'où l'on ne sort pas sous peine de lacrymo, triques, grenades, matraques, bastonnades, ratonnades et puis meurtres. La liste, elle est longue. Elle s'allonge. Confinement sanitaire qui s'ajoute au confinement colonial. L'espace de la banlieue populaire. Extension, reproduction des systèmes de la colonie, nécropolitique. Violence de la colonie, droit de mort de la colonie, l'imaginaire. Toute la fantasmagorie qui s'y déployait. Bah, ça a infusé, ça s'est diffusé, et ça les suit. Ça les suit les colonisés partout depuis l'espace postcolonial, c'est vite dit le poste, jusqu'à l'espace même du colon. Ils sont damnés de la terre, c'est le stigmate. Non pas seulement une histoire de peau ou de couleur, non. Leurs manières ne correspondent pas au code. Leurs corps ne sont pas fondus dans et par les manières du colon. Et puis il y a cet interstice. Celui de leur corps et de leur manière, justement. Et là, c'est tout un imaginaire. Toute une représentation qui s'y glisse, que la littérature a portée, que la littérature porte encore. Ça a son histoire, et cette histoire, on va la prendre par le milieu. Le milieu, c'est l'émergence de ce que certains appellent l'orientalisme moderne, avec comme pionnier Sylvestre de Sacy. Alors Sylvestre de Sacy, c'est un philologue arabisant qui, à la fin du XVIIIe et au XIXe, va mettre en place une méthode, une méthodologie, une manière d'étudier les textes orientaux. Et c'est lui qui va un petit peu inaugurer la figure de l'orientaliste. L'orientaliste, c'est ce savant, le plus souvent un philologue, qui maîtrise des langues, une langue ou plusieurs langues de l'Orient, l'arabe, le perse, le sino-tibétain ou encore le sanskrit, et qui donc va étudier des œuvres, des textes issus de ces langues. Et dans son étude et dans sa manière d'étudier, il ne va pas simplement traduire, il va tenir un discours sur les textes, sur les œuvres et donc sur la littérature, sur la littérature arabe, sur la littérature perse, sur la littérature chinoise. Et à ce moment-là, c'est toute une représentation qui va se mettre en place, c'est toute une manière de représenter ce qu'on appelle l'Orient, à travers à la fois la sélection des textes et également ses discours, les discours qu'il va tenir sur l'Orient, sur les textes orientaux, et donc par extension sur le peuple qui vit dans ces contrées. Et si l'orientaliste s'intéresse comme ça à l'Orient comme une essence, c'est que par effet de contraste, il se représente lui comme occidental. Et avec cette question de l'orientalisme, des orientalistes, on touche à une question extrêmement importante, extrêmement fascinante, c'est la construction de l'Occident et de l'Orient comme essence. Non pas comme simplement espace géographique, mais comme essence, comme des peuples ontologiquement différents. Parce que si les orientalistes arrivent à tenir les discours qu'on va voir sur l'Orient, c'est qu'ils se considèrent comme différents, essentiellement différents. Et on disait que les orientalistes travaillaient essentiellement par extrait, et non pas par œuvre complète. Et ça, c'est Sylvestre de Sacy qui nous explique pourquoi. Il est peu d'ouvrages arabes, d'un intérêt assez soutenu, et écrits avec assez de goût et de critique, pour mériter d'être publiés autrement que par extrait. C'est ici que l'on peut appliquer avec justesse cette ingénieuse pensée de Saadi. Quoique l'or et l'argent soient tirés d'une pierre, toute pierre ne renferme pas de l'argent et de l'or. En plus du jugement de valeur, la manière dont il dénigre la littérature arabe, ce qui est fascinant dans cet extrait, c'est la manière dont Sylvestre de Sacy utilise un vers de Saadi
pour justement dénigrer la littérature arabe, s'approprier un aphorisme, une citation, et la retourner contre la littérature orientale pour la dénigrer justement, bah, c'est un procédé rhétorique qu'utilise souvent Sylvestre de Sacy. Comment? En citant Zamalarchi. Zamalarchi, c'est un philologue et grammairien arabe du XIe siècle. Et là, je vais retranscrire la citation telle qu'elle est reproduite dans Chrestomathie arabe. Donc la citation, c'est التاجر مجد في كيسه والعالم مجد في كراريسه. Et donc ici, il y a un problème de syntaxe. Je vais corriger la citation. مجد العالم في كيسه ومجد التاجر في كراريسه. Alors, je traduis, c'est la gloire du négociant ou du commerçant est dans sa bourse, et par métonymie, l'argent qu'il va gagner par son négoce, par son commerce. Wa mejdul alim fi kararisihi. Et la gloire du savant est dans ses cahiers, ou dans ses carnets. Et donc, par métonymie, ça désigne ses œuvres. Et je le dis ici pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas l'arabe, qui ne connaissent pas l'arabe, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître une langue pour ressentir un rythme, pour ressentir son rythme. Et là, cette phrase, il y a toute une construction dedans, tout un rythme, c'est extrêmement particulier. On va l'explorer ensemble. Mejdu tajir fi kisihi ou mejdu l'alim fi kararisihi. Donc, majd, anaphore. On a ce rythme binaire qui se met en place. Ensuite, at-tajir, al-alim, même nombre de syllabes. Ensuite, kisihi, kararisihi, juste la sonorité. Kisihi, kararisihi. Vous voyez la littération. Enfin, plutôt, vous entendez la littération. Et enfin, le wa, qui est la conjonction de coordination, l'équivalent de et qui permet de lier, en quelque sorte, ce rythme binaire. Et on va se pencher sur la traduction de Sylvestre de Sacy. La bourse devient un coffre-fort, le cahier ou les carnets deviennent les pages dépositaires de ses pensées, ce qui est assez étrange, et plus encore, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est l'homme de lettres. C'est-à-dire que le savant devient homme de lettres. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que je remets dans le contexte la citation, c'est que en utilisant cette citation de Zamalarchi, Sylvestre de Sacy parle de lui-même. Et donc, le savant devient l'homme de lettres. C'est-à-dire, il y a une totale réappropriation. Et là, ce n'est pas uniquement une réappropriation ethnocentrique, mais une réappropriation presque personnelle. Et encore plus bas, une ligne plus bas, Sylvestre de Sacy, comme s'il avait conscience de la traduction un peu faussée qu'il a faite de la phrase de Zamalarchi, bah, il va s'expliquer par rapport à la traduction, par rapport à la manière dont il traduit les textes arabes. Et justement là, revient encore une fois ce jugement, cet arbitraire vis-à-vis d'une littérature et d'une manière d'écrire, celle de la littérature arabe. Donc il va dire qu'il a eu à lutter contre la hardiesse, la bizarrerie, le mauvais goût de cette littérature. Et là, on va se reporter à un autre livre, toujours de Sylvestre de Sacy. Le titre, c'est « De l'utilité de la poésie arabe ». Il va nous expliquer pourquoi la poésie arabe et la littérature arabe est difficile à traduire. C'est parce qu'elle n'est essentiellement que description, que de la description. Que le peuple arabe est un peu ahuri, qu'il n'a pas atteint un haut degré de civilisation et que par conséquent, il est impressionnable, tout l'impressionne. Deux nuages ne se ressemblent pas, les orages ne se ressemblent pas. Et ce qui est fascinant dans cet argumentaire de Sylvestre de Sacy, c'est que si on se penche sur l'évolution de la littérature, alors attention, quand je dis évolution, je ne parle pas de progrès de littérature, je parle des différents bouleversements. Donc quand on se penche sur le bouleversement de la littérature française, sur l'évolution des écritures, c'est qu'on ira de plus en plus vers ces descriptions. Qu'on pense à Baudelaire et ses poèmes en prose, qu'on pense à Flaubert avec son baromètre dans les trois contes, son roman sur rien, ou encore on peut aller plus loin, on peut aller du côté de Marcel Proust, on peut aller du côté de Francis Ponge, ou encore plus loin du côté du nouveau roman. Et si je dis ça, c'est pas pour dire que la
littérature arabe ou la littérature orientale était en avance sur la littérature française ou la littérature européenne. Ce n'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que on voit par là la manière dont un savant juge de manière tout à fait arbitraire d'une littérature et par extension d'un peuple en faisant un peuple ahuri, un peuple non civilisé, un peuple barbare et par extension on se retrouve dans l'infra-humain, ce ne sont plus des humains. Et ça, il y a toute la colonisation pour attester de ce fait. Ensuite, là, on va avancer un peu dans le 19e, on va attaquer un autre orientaliste, c'est Ernest Renan, celui-ci beaucoup plus connu. Et donc, Ernest Renan, dans L'avenir de la science, qui date de 1890, et plus précisément dans la préface de L'avenir de la science, il va être beaucoup plus explicite. Il va nous expliquer que l'inégalité des races est constatée, qu'il y a des civilisations avancées et d'autres arriérées. Et ce qu'il faut comprendre quand il dit race, je crois qu'il parle de race dans les deux acceptions du terme, en particulier au 19e. C'est-à-dire que quand on parlait des ouvriers, on parlait également de la race des prolétaires. On retrouve ça même chez Proust d'ailleurs. Et Renan promeut un mode de gouvernance extrêmement particulier, bien loin de la démocratie. Un mode de gouvernance qui serait et qui impliquerait de mentir au peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple se révolterait. Et là, on revient au motif, on retrouve le motif qu'on a esquissé dans la dernière vidéo, celui du peuple classe dangereuse, du peuple qui ne doit pas prendre le pouvoir, du peuple qu'on doit, le plus possible, éloigner du pouvoir. Mais encore plus intéressant, si je puis dire, de Renan. Et ce texte, il est devenu canonique, à tel point canonique que on le retrouve dans l'éphéméride du gouvernement, l'éphéméride officielle, on va dire, du gouvernement français. Il suffit de cliquer, aller sur la page, et on retrouve au 11 mars ce discours de Renan, qu'est-ce qu'une nation? Et quand on consulte la page, on cite Renan d'abord en nous disant que Renan a pesé chaque mot de son discours. Ensuite, il y a un extrait toujours de ce discours où Renan nous explique, ce qui est assez paradoxal par rapport à la position qu'il tient dans L'avenir de la science, il nous explique que la nation ne tient pas compte de la langue, ne tient pas compte des races. Pris comme ça peut avoir l'air d'un discours antiraciste, voire d'un discours, on va dire, progressiste. Alors je ne crois pas au progressisme personnellement, mais ça c'est une autre histoire. Mais si on lit dans son intégralité ce discours qui date de 82 et publié en 87, qu'est-ce qu'une nation, on retrouve cette citation. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L'investigation historique, en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l'origine de toutes les formations politiques, même de celles dont les conséquences ont été les plus bienfaisantes. Alors je rappelle que Renan, et même c'est précisé sur la page du gouvernement, que Renan a pesé chaque mot. Et là, les mots, oui, sont bien pesés. C'est-à-dire que Renan promeut en quelque sorte l'erreur historique. Et si on établit une lecture actualisante, ça veut dire une lecture en quelque sorte qui s'affranchit du contexte historique et qui va actualiser le texte par rapport à l'époque où le lecteur est en train de lire. On peut se permettre avec ce texte-là dans la mesure où justement il est repris jusqu'à aujourd'hui. On nous dit qu'il est d'une actualité brûlante, comme la langue médiatique aseptisée aime bien répéter les clichés. On le retrouve par exemple, ce discours, une apologie de ce discours, on la retrouve chez Finkielkraut. Et donc, si on relit l'extrait que j'ai cité, celui sur l'erreur historique, dans le contexte actuel, comment ne pas penser à la colonisation? Comment ne pas penser aux historiens qui essayent de faire leur travail justement vis-à-vis de la colonisation, de documenter la colonisation, de documenter les tortures, les horreurs de la colonisation et qui sont empêchés dans leur travail. Là au moins c'est clair, ils auraient dû, je crois que le gouvernement aurait dû aller plus loin, ou alors les communicants qui ont fait cette éphéméride auraient dû aller plus loin et citer carrément cet extrait
dans l'éphéméride gouvernementale. Parce que l'enjeu de Qu'est-ce qu'une nation, quand il dit la nation est un plébiscite de tous les jours, et ça c'est repris partout, c'est de créer, c'est de fonder un roman national, un récit national. De la même manière que les orientalistes ont écrit un roman oriental, non pas une histoire, mais un roman oriental qui dépeint les orientaux, le peuple, les peuples orientaux comme arriérés, comme, on l'a vu, étranges, bizarres, et j'en passe. Et la littérature, et là quand je dis littérature, je parle plus spécifiquement de la fiction, ou même de la poésie, a apporté cet orientalisme, cette représentation de l'Orient, qu'il s'agisse de Hugo, qu'il s'agisse de Flaubert. Flaubert, dans sa correspondance, on retrouve notamment les clichés orientaux les plus éculés. On retrouve les mots de Sylvestre de Sacy, étranges, bizarres, notamment dans sa correspondance concernant l'Égypte. Mais également aussi Théophile Gautier. Théophile Gautier qui, en 1860, visite l'Algérie coloniale, et dans son journal de voyage, il va dépeindre l'Algérie comme un territoire, il n'y a pas de peuple algérien. Les indigènes n'existent pas. Ce sont des servantes kabyles, je cite. Et Gautier va plus loin, c'est qu'il regrette de ne pas trouver l'Orient qu'il cherchait, qu'il recherchait. Cet Orient construit par les orientalistes. Et on parlait de l'espace, de l'espace vidé de ces indigènes. Comment ne pas penser à Camus? Camus cité, encore cité, recité, on nous le ressort le Camus là, avec l'épidémie, on nous ressort la peste où les Oranais, les Algériens, les indigènes, les Kabyles ne sont pas du tout représentés. C'est un entre-soi, entre Français, entre colons, et ça, on peut l'appliquer à l'ensemble de l'œuvre de Camus. Et quand on sort ce texte-là, La peste, Camus, pour l'épidémie actuelle, on ne s'étonne pas des journaux, on ne s'étonne pas des journaux de confinement qui ne prennent pas en compte les dominés, qui ne prennent pas en compte ceux qui crèvent, qui ne prennent pas en compte la violence policière dans les quartiers populaires, extension de la colonisation, reproduction de la colonisation. Quand Leïla Slimani nous écrit les bienfaits du confinement, Marie Darrieussecq également. Et en parlant de Leïla Slimani, en parlant de Camus, on va aborder Kamel Daoud maintenant. Kamel Daoud qui, à sa manière, est un prolongement de l'orientalisme. Et notamment à travers son roman Meursault contre enquête, qui, étrangement, alors je ne comprends pas personnellement comment ce roman est passé pour une sorte de réplique des colonisés, on va dire, aux colons Camus. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer au crible ce roman, Meursault contre enquête. On va le passer au crible pour voir la manière dont Kamel Daoud est totalement dans cette ligne orientaliste. On retrouve des motifs de Sylvestre de Sacy, on retrouve des motifs de Renan, et pour ceux et celles qui me diraient, à juste titre d'ailleurs, que Meursault contre enquête, c'est un roman, une fiction, et ça ne représente pas, ça ne reflète pas les pensées de Kamel Daoud, les convictions de Kamel Daoud. J'aurais deux arguments à opposer. D'abord, Kamel Daoud se permet, dans son roman même, de fondre en quelque sorte Camus et Meursault. Il l'appelle Albert Meursault. De plus, l'ensemble des citations que je vais extraire, quand je vais passer au crible Meursault contre enquête, je vais les appuyer avec les propos de Kamel Daoud tenus dans différents médias, ou alors qu'il a tenus dans ses chroniques, et ça, je dois remercier Kamel Daoud pour ça, c'est qu'avec la multiplication de ses interventions médiatiques, j'en ai. Et on en a de la matière pour voir ce que pense Kamel Daoud et ses convictions, et les mettre en regard avec le roman Meursault contre enquête et sa représentation de l'Algérie et sa représentation des Algériens. Si Kamel Daoud a accédé à l'existence médiatique qu'on peut aujourd'hui qualifier d'omniprésence médiatique, en France, c'est par rapport à son livre, à son roman Meursault contre enquête. En revanche, en Algérie, il écrit depuis maintenant des années dans le quotidien d'Oran, il est chroniqueur, il est éditorialiste, pratique qu'il poursuit en France du côté du Point, hebdomadaire réactionnaire, hebdomadaire raciste s'il en est. Et justement, un chroniqueur, un éditorialiste, par sa pratique même, son existence même, c'est de commenter à chaud, rapidement, l'actualité, ce qui est totalement contradictoire et antinomique avec la pensée. Parce que
En rebondissant comme ça sur l'actualité, on pense vite. On le sait, la pensée, c'est l'antinomie de la vitesse. Quand on pense vite, on pense par stéréotype. Quand on pense vite, on va au plus pressé. Et pour cacher ce vide de la pensée, on va utiliser quelques petites formules qui vont bien. Un petit jeu de mots par-ci, un petit jeu de mots par-là, un petit aphorisme, un petit mot valise. Et Kamal Daoud est fasciné par la psychologie sociale, la psychologie des foules plus précisément. Pour lui, on retrouve toujours ce motif de la foule dangereuse, de la masse dangereuse. Et ce qui est fascinant dans la rhétorique de Kamal Daoud, c'est qu'il va toujours nous présenter, à travers ses chroniques, et dans ses chroniques, il va toujours travailler par polarisation. C'est-à-dire qu'il va identifier deux camps, il va nous expliquer qu'il y a deux camps, et lui, en tant que chroniqueur, en tant qu'éditorialiste, il va se placer au-dessus de cette mêlée, au-dessus de ces deux camps, et donc il va incarner en quelque sorte la voie de la raison, la voie du milieu, la voie de la modération. Et c'est ça qui est absolument fascinant avec lui, c'est qu'en incarnant cette voie de la modération, cette voie neutre en quelque sorte, il va mettre en valeur, mettre en exergue une phrase, une réflexion, si on peut appeler ça comme ça, d'une évidence absolue, d'un stéréotype consternant, et qu'il va mettre en valeur parce qu'elle est consensuelle. Mise en exergue, on se focalisera sur cette petite pensée en omettant le reste du papier, le reste de l'éditorial, qui lui représente le plus et le mieux ses idées à lui, ses conceptions à lui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a écrit son roman comme il écrit ses chroniques, à savoir à travers un motif central, un motif qu'il va mettre au premier plan, un motif tout à fait consensuel, qui est celui de la réponse à Camus, de la réponse à la manière dont Camus, quand il a écrit L'Étranger, enjambe en quelque sorte le cadavre de l'arabe, ne parle pas de cet Algérien, de cet indigène tué sans raison et sur lequel on ne reviendra pas. Et donc du coup, cette réponse à Camus, elle fait figure d'appât, elle fait figure d'appel dans lequel plusieurs commentateurs, plusieurs critiques sont tombés sans voir le reste du livre. Si l'on fait abstraction, si on met de côté, mais vous allez voir, on va y revenir, cette réponse à Camus, cette réponse par rapport à ce personnage-là précisément de l'arabe assassiné dans L'Étranger, est-ce que la représentation des Algériens change fondamentalement? Non, pas du tout. Elle ne change pas. La représentation des Algériens sous colonisation, et c'est ça qui est fascinant, ressemble à s'y méprendre à la représentation de l'Algérien aujourd'hui, actuel, que se fait Kamal Daoud. Et c'est ça qui est étrange dans ce roman. La colonisation est mise de côté. La colonisation en tant que système de domination. Parce que comme nous l'explique Kamal Daoud, la colonisation, c'est fini. Moi, je suis un enfant de l'indépendance. Pourquoi vous avez besoin de moi comme juge sur cette question-là? L'histoire à juger, elle est finie. Et là, je suis en train de vous réclamer de me lire ou d'avoir une conversation saine. Et cette non-prise en compte de la colonisation, cette oblitération de la colonisation, on la ressent dès les premières pages. Le personnage nous décrit Oran et nous décrit un jardin. Il nous dit que c'est un général, le général Létang, qui a conçu et fécondé ce jardin en 1847. Et c'est tout. C'est-à-dire que un général de l'armée française, un général de l'armée française pendant l'occupation algérienne et qui a participé à l'occupation de l'Algérie dès 1830. Donc ce général-là n'est vu, n'est représenté que comme celui qui a conçu un jardin, non pas comme celui qui a semé la mort partout, mais qui a semé un jardin. Et c'est là que se pose tout le problème d'un roman qui veut répondre à un autre roman écrit sous la colonisation, à un écrivain, Kamal Daoud, qui veut répondre à Camus, qui a écrit sous la colonisation, qui avait en quelque sorte, Camus, là je parle de Camus, incorporé totalement le système colonial, c'est-à-dire qu'il avait totalement incorporé et le système colonial et l'orientalisme, faisant des autochtones, des indigènes, des Algériens, un simple décor, ou alors en omettant tout simplement leur existence. Et ça, c'est totalement lié au système colonial. Et comment on peut répondre à ce roman-là
qui en quelque sorte est la cristallisation dans et par l'écriture du système colonial, sans remettre en cause et sans parler du système colonial parce que c'est passé. Et ça se ressent encore plus dans la manière dont Kamel Daoud, toujours dans Meursault contre enquête, à travers son personnage, le personnage du frère de l'arabe tué dans L'étranger de Camus, donc comment ce personnage-là, ce narrateur va nous décrire les Algériens. Le premier personnage qui pisse sans gêne, les enfants qui volent, qui chapardent, qui mentent. Ensuite, le portrait assez étrange de la matrone, de la femme. Ensuite, le personnage lui-même se représentant comme un pou qui erre dans la ville, dans un animal géologique, je reprends l'expression. Et on a ces motifs-là. Il n'y a pas de colonisation. C'est-à-dire, si les enfants volent, il n'y a pas de lien avec la colonisation, puisqu'elle n'est pas présente, puisqu'elle n'est pas dite. Et on peut aller plus loin. Le personnage va nous dire que les codes, alors je précise encore une fois, les codes décolonisés, les codes des indigènes, les codes des Algériens les empêchent d'avoir des amours intéressantes, je cite. Alors, l'espace va être évoqué, on va parler de l'espace des Romis, des étrangers, et l'espace des Algériens. Et ce sera justement pour évoquer l'interstice de ces deux espaces où se promènent des Algériennes vêtues légèrement. Et la manière dont ces Algériennes-là sont stigmatisées par les Algériens de l'espace algérien. Et c'est ça qui est fascinant, encore une fois. Hormis cette séparation spatiale, on ne nous explique pas le système de la colonisation, le système de la colonie, non. On met simplement en cause le peuple algérien en enlevant le fait qu'il est sous colonisation. Donc on a presque l'idée qu'il est comme ça, qu'il est incestueux, on retrouve, comme chez Sylvestre de Sassy, comme chez Flaubert, les mœurs bizarres, l'aspect étrange, justement. Et c'est ça qui est fascinant chez Kamel Daoud, c'est que rien de la colonisation. Et puis il y a cette métaphore tout à fait étrange, lapidée avec les yeux. On y revient à l'obsession de Kamel Daoud, celle de dépeindre les Algériens et de manière générale les peuples issus de l'Orient comme harceleurs, comme obsédés par le sexe, et justement, toujours et encore, cette manière de dépeindre le peuple issu de l'Orient comme arriéré. Ce qui déjà est extrêmement contestable dans ses chroniques et dans ses éditoriaux, mais ici d'autant plus, encore plus. Pourquoi ? Parce que, on le rappelle, il est en train de dépeindre des personnages sous colonisation, qui souffrent de la colonisation au jour le jour. Et il a en quelque sorte un regard rétroactif qui est extrêmement dérangeant. C'est-à-dire qu'il voit déjà, il relie en quelque sorte par son roman. Alors attention, c'est pas un ouvrage d'histoire, mais je le rappelle encore une fois, c'est que l'objectif c'était de répondre à Camus. Et là, quand il va représenter les Algériens dans son Meursault contre enquête, il va les représenter avec l'œil d'aujourd'hui, avec une manière de lire l'histoire à travers aujourd'hui. Et ça se poursuit quand il met en équivalence les pieds noirs, ceux et celles qui sont nés en Algérie, dans l'Algérie coloniale, et qui, à la décolonisation, sont partis en France, ces pieds noirs qui veulent venir visiter l'Algérie et qu'on empêche. Kamel Daoud va instaurer une sorte d'équivalence entre le peuple algérien qui était colonisé et que maintenant, les pieds noirs sont aussi dans cette situation, qu'ils ne peuvent pas venir. Mais on ne peut pas mettre en équilibre ces deux souffrances. C'est que entre un peuple colonisé, brutalisé, tué, martyrisé et un autre qui ne peut pas se déplacer, enfin, relativement qui ne peut pas se déplacer. Je rappelle que le passeport français est l'un des passeports les plus puissants. Avec un passeport français, on peut voyager quasiment n'importe où, alors qu'un passeport algérien, il est quasiment impossible de se déplacer nulle part sans un visa très durement obtenu. Donc,
C'est ça qui est extrêmement dérangeant tout au long du roman. Et ce positionnement face au pied noir, on pourrait m'objecter que c'est la vie du personnage et non celui de Kamal Daoud, mais on retrouve quasiment le même argumentaire, presque mot pour mot. On le retrouve dans une chronique de Kamal Daoud, publiée en avril 2006 dans le quotidien d'Oran et que je reproduis dans les commentaires. Quand il va décrire, on va dire, les horreurs de la colonisation, il va parler avec des mots plutôt neutres. Alors des mots, on va dire, violents, oui, mais toujours atténués, un peu euphémisés. Donc on va parler, par exemple, au sujet de l'assassinat de l'arabe de Camus, l'étranger, on va parler de violence choquante. On va parler de faim, surtout de la faim des colonisés, qu'ils vivent dans un calendrier sans date, dans un calendrier marqué par la faim, les épidémies, etc. Mais on ne voit pas, en quelque sorte, l'action de la colonisation, les actions de la colonisation. En revanche, quand il s'agit des Algériens, et quand il s'agit en particulier de l'indépendance, de la révolution qui a amené l'indépendance, tout de suite, les images se font plus précises. Ici, on va voir que la décolonisation a touché même les cimetières et que les enfants jouent au ballon avec des crânes de Français. Ou encore, on va évoquer la colonisation ottomane, la colonisation arabe, et on va parler des mellahs. Et donc, c'est ça ce qui est fascinant tout au long du roman, c'est que les horreurs de la colonisation, les violences de la colonisation en tant que système, sont tout de suite euphémisées, sont tout de suite effacées. On parle juste de mort, on parle d'assassinat, on parle... Voilà, pas d'image marquante, ce qu'on appelle en latin images agentes. Non. Alors que quand il s'agit des Algériens, là ça y va. Là, directement, on a des images tout de suite qui frappent, pratiques, non pas humaines, mais infra-humaines, de sauvages. Et ce qui est fascinant également, c'est la manière dont il traite la guerre de libération, et plus précisément, ce qu'on pourrait appeler la révolution algérienne. Parce qu'il y a eu révolution qui a amené justement la libération. Et donc, d'abord, on peut noter que le terme révolution n'apparaît quasiment pas. Il apparaît 4 ou 5 fois dans tout le livre. Deuxièmement, on note cette manière dont est présentée la libération de l'Algérie à plusieurs reprises. On la présente comme quelque chose qui va venir naturellement. Il y a plusieurs extraits que je reproduis qui nous montrent ça, qui enfin le peuple attend, c'est comme si c'était qu'une question de temps. De plus, cet extrait tout à fait étrange, également, cette phrase tout à fait étrange, où le personnage va dire que la guerre de libération, qui allait advenir, elle était actée. C'était quelque chose qui allait être gagné. Pourquoi ? À partir du moment où le colon commençait à tuer sans justification. Comme si c'est à partir des années 40 que la colonisation tuait de manière aveugle. Et c'est là où on retrouve un peu Renan dans cette volonté de construire une histoire nationale, de construire non pas une histoire qui serait basée sur des faits précis historiques, mais plutôt sur la conception et la formation d'un roman national. Donc on a vu à travers un exemple pratique comment comment cet orientalisme issu du 19e peut être tout à fait incorporé par ceux-là même que l'orientalisme vise. Mais l'orientalisme, en tant que domaine, en tant que champ spécifique, en tant qu'étude des textes orientaux, a bien évidemment évolué. Nous n'en sommes pas aujourd'hui à Sylvestre de Sacy ou à Renan. Bien évidemment, le champ a subi une mutation, et ça, c'était en France, à travers Anwar Abdelmalek, avec un article publié dans la revue Diogène en 63. Et si Anwar Abdelmalek posait la question en termes scientifiques et politiques, la réponse du champ orientaliste, elle a été essentiellement scientifique et uniquement scientifique. Et c'est ce qu'explique très bien Thomas Brisson dans cet article que je vous recommande vraiment de lire. Et une fois que la réponse est uniquement scientifique, académique, et qu'elle ne touche pas le champ politique, c'est qu'elle reste quadrillée, elle reste enfermée uniquement dans le champ académique. Ce qui explique que
la manière dont, médiatiquement, tout ce qui est étude décoloniale, postcoloniale, ce qui n'est pas la même chose, est perçu tout de suite de manière extrêmement négative. Ce qui fait que les représentations sur les personnes identifiées comme arabes, identifiées comme nord-africaines, identifiées comme asiatiques, identifiées comme sud-américaines, donc ces représentations n'ont pas bougé, ou ont très peu bougé. Il y a toujours un imaginaire colonial qui est toujours là, qui se déploie. Et on le voit bien en banlieue. On le voit bien aujourd'hui dans les banlieues populaires. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que, par exemple, un Kamel Daoud perpétue cet imaginaire-là, la manière dont il représente également, lui aussi, les banlieues. La manière qu'il a de dire que la police est violente uniquement en Algérie et que tout va bien en France. Et si justement ce geste de remettre en cause les imaginaires coloniaux, les imaginaires incorporés, ce geste ne sort pas des sphères académiques, ne sort pas de la sphère, on va dire, scientifique, bah ça se perpétue même dans la médecine, dans les médias, et avant tout, dans la police.